Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo, au cœur du Parlement européen, ici à Bruxelles, pour une émission spéciale avec Katia Gilder. Nous allons recevoir dans quelques instants 4 invités que nous allons vous présenter pour commenter 2 faits d'actualité marquants en Europe. L'élection présidentielle française, bien sûr, mais également la situation inquiétante en Grèce. Avec nous, Véronique de Keyser, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée belge, vice-présidente du groupe des socialistes et démocrates européens ici au Parlement. Et à vos côtés, le Britannique Graham Watson, député européen et président de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Également avec nous, Andreas Schwab, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen allemand du groupe PPE. Et puis, à vos côtés, Marietta Giannakou, vous êtes eurodéputée grec également du groupe PPE. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors avant d'avoir vos réactions, je vous propose tout de suite de regarder, de voir comment nos voisins européens, nos voisins que vous représentez, ont regardé cette élection. Comment voient-ils l'alternance tour d'horizon des télévisions d'Europe avec Aurélie Dafas? Au soir de l'élection, la question qui agite les télévisions européennes, c'est qui est François Hollande? La BBC insiste sur l'ancrage corrézien du nouvel élu. En Belgique, c'est l'homme normal qui retient l'attention. À 57 ans, les Français lui reconnaissent comme première qualité qu'il est sympathique. Bien plus que son premier adversaire, Nicolas Sarkozy. Par contre, il n'aurait pas la stature présidentielle. Bien, la stature présidentielle, on l'acquiert quand on devient président. Alors que sympathique, c'est pas sûr. Un homme normal, pas excessif. C'est sur ce registre que François Hollande a donc joué ces derniers mois, au point de l'inscrire sur ses t-shirts de campagne. Mais plus que l'homme, c'est le programme qui intéresse. Les priorités européennes de François Hollande créent l'inquiétude. Les dizaines de milliers de personnes qui attendaient à la place de la Bastille jusqu'aux premières heures du jour ont pu entendre leur nouveau président affirmer vouloir mener l'Europe dans une nouvelle direction pour faire de la croissance une priorité devant l'austérité. Cette annonce a secoué les marchés aujourd'hui et elle lance un défi aux Allemands. Outre-Rhin, on s'interroge effectivement sur l'avenir des relations franco-allemandes. Le journaliste pointe les divergences de point de vue entre la chancelière Merkel et le nouveau président français. Il parle même de conflit. Angela Merkel et François Hollande doivent se réunir la semaine prochaine pour discuter. Angela Merkel a déjà laissé entendre que la dynamique de croissance pourrait être intégrée dans le pacte fiscal. Elle ne veut pas le défaire. François Hollande, quant à lui, maintient ses positions. C'est une nouvelle négociation qui s'ouvre et c'est le cœur du conflit qui devra être mis sur la table, discuté, négocié. Bon, voilà comment François Hollande est vu par les télévisions, en tout cas par certaines télévisions européennes. On a dit un président normal. Moi, j'aimerais savoir comment ça vous fait réagir ce terme, comment dans vos pays respectifs, éventuellement, on voit le fait d'être un président normal. Peut-être un petit mot rapide de chacun d'entre vous, Véronique de Keyser, peut-être pour commencer. Je crois qu'il faut prendre ce terme normal en comparaison avec ce que Sarkozy a été, Nicolas Sarkozy a été. C'est-à-dire qu'il a voulu des réformes, indiscutablement. Elles ont été dans tous les sens. Il a mené la France au pas de course, un peu comme une girouette. Et puis finalement, à la cravache, il est épuisé quelque part, la France. Et quand Hollande dit je veux changer le pacte de stabilité et je serai un président normal, il y a une ligne, on la suivra, ça va être dur, mais ça ne bougera pas. Et on n'a pas le sentiment de cette course folle dans laquelle finalement Nicolas Sarkozy avait précipité son peuple. L'œil britannique, je ne pense pas qu'on devient président si on est une personne normale. C'est une personne qui a beaucoup de qualités, qui est très ambitieuse. En même temps, un président normal dans le sens d'être peut-être plus stable, sur lequel on peut dépendre de plus. Et j'espère un président européiste. Parce que l'Europe a besoin de la France et a besoin d'une France qui s'engage dans le sens de la responsabilité, le travail en commun. Andreas Schwab, vu d'Allemagne. Est-ce que c'est rassurant pour Angela Merkel? On sait qu'elle avait des relations, allez, on va dire, pas toujours très harmonieuses, parce que les personnalités étaient très différentes entre... Je trouve que c'est toujours rassurant si quelqu'un est normal.
Vous trouvez qu'Angela Merkel n'est pas normale? Bien sûr, elle est normale aussi. Voilà. Et quand on dit normal, ça veut dire qu'il apporte quelque chose commun. Il apporte quelque chose plus proche à tout le monde. Naturellement, pour faire une telle campagne, et pour une personne qui n'était jamais à l'administration, c'est quelque chose pas normal. Oui, qui n'a jamais c'est eu quelque chose de exceptionnel. Mais de toute façon, l'Europe va se créer par des différences. On va en parler dans un instant, mais peut-être votre réaction, Graham Watson. Comment le candidat Hollande, devenu président, est vu depuis Londres, lui qui avait dit qu'il allait mettre au pas la City? Quel est... Je pense qu'à Londres, on sait qu'on a besoin d'avoir des relations assez proches avec les Français. Je suis heureux que nous avons réussi, surtout dans le domaine de la défense, à avoir une coopération importante aussi pour l'Europe. Et j'espère qu'avec François Hollande, ce serait possible aussi de trouver des accords dans d'autres secteurs. Il est difficile si nous avons quelqu'un qui veut vraiment réduire l'âge de la retraite de 62 ans à 60 ans. Quand aucun gouvernement ne peut pas se le permettre en ce moment. Si c'est quelqu'un qui veut engager encore 62 000 enseignants, je veux bien, je suis toujours en faveur de l'éducation, mais il faut avoir aussi une responsabilité. Les marchés ne permettront pas, malheureusement, peut-être pour lui, à François Hollande de faire ce qu'il veut faire, car la dette française sera attaquée par les marchés dans ce cas-là. Donc, il faut que François Hollande s'insère dans le mainstream de ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire les politiques d'austérité, mais en même temps, et je suis d'accord, accompagnées avec les mesures de croissance économique. C'est aussi votre sentiment. Les télévisions belges ont beaucoup suivi cette élection de bout en bout. On a entendu beaucoup de choses, des choses très, très différentes, et notamment ce sentiment qu'une présidence très difficile s'ouvrait pour François Hollande. Mais pour réagir à ce qu'il y a aujourd'hui, toute présidence en Europe va être difficile, et on le sait très bien. Pour nous, évidemment, et moi je suis socialiste, ce n'est pas le triomphe du socialisme en Europe, mais c'est tout de même une lueur d'espoir que, enfin, la question de la relance, de l'emploi, de la croissance vont être pris au niveau européen au sérieux. Et non pas de manière subsidiaire, et non pas comme quelque chose à côté de la rigueur. Alors là où je ne suis pas d'accord avec Graham, oui, François Hollande, il l'a dit, il l'a écrit, il y aura de la rigueur. Enfin, il n'a jamais dit que c'était le président qui allait gaspiller, etc. Et la rigueur en Belgique, on la connaît et on la veut aussi. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que l'Union européenne impose, au nom de cette rigueur, des choix dans le domaine social. Quand vous dites, bon, la retraite à 60 ans, ou quand vous dites, il va engager des gens dans l'éducation, il a aussi dit qu'il contiendrait les fonctionnaires, etc. Mais ça, c'est du domaine du national. Laissez-lui faire sa rigueur comme il l'entend. Vous pensez qu'en fait, un pays voisin, un autre État européen, n'a pas à se mêler de ce qui se passe dans la politique d'un État? Écoutez, nous, en Belgique, on explose littéralement, parce que, alors que nous avons des résultats économiques qui ne sont pas mauvais, alors que nous avons de la rigueur, on explose. Pourquoi? Parce que l'Union... Non, pas le budget. Parce que l'Union européenne nous dit à la fois qu'on fait des grands efforts, que c'est pas mal du tout, mais qu'on doit revoir notre politique d'index, par exemple, d'indexation des salaires. Et on dit, halte là, ça, vous touchez à la souveraineté, vous touchez au modèle social belge. Exactement, et Véronique a raison, c'est aux nations eux-mêmes de décider quelle politique sociale ils vont mener. Mais en même temps, nous nous sommes déjà mis d'accord au niveau européen qu'on va discuter avant les budgets de chaque pays. On va s'informer. Et je suis sûr qu'il y aura une pression du groupe sur un François Hollande ou bien un David Cameron ou un Angela Merkel. Mais il sera un président de rigueur, et il l'a dit. On va parler d'ailleurs en détail de ce que va faire peut-être François Hollande au niveau européen. Justement, je vous propose de voir avec Sandra Cerquera ce que peut être cette Europe de François Hollande. Regardez. Je suis sûr que dans bien des pays européens, ça a été un soulagement, un espoir.
François Hollande avait promis du changement en Europe, sortir de l'impasse de l'austérité en remettant la croissance au cœur des débats. Une priorité désormais pour tous les dirigeants de l'Union. Fin mai, une rencontre doit avoir lieu pour préparer le prochain sommet européen. Un vent nouveau qui est en train de souffler. Je ne dis pas que tout le monde pense comme François Hollande. Ce que je constate en revanche, c'est que le thème de la croissance, tout ça est en train de s'affirmer et qu'il a été le premier à poser ces questions. Tous pour la croissance, mais deux visions s'opposent pour y parvenir. D'un côté, l'approche libérale, ce que fait Mario Monti en Italie. Flexibiliser le marché du travail pour rendre les entreprises plus compétitives. De l'autre, l'approche keynésienne, ceux à gauche qui, comme François Hollande, préconisent la relance par la demande. Les libéraux, Angela Merkel en tête, n'en veulent surtout pas. D'ailleurs, pour la chancelière allemande, le pacte budgétaire n'est pas renégociable. La réduction des dépenses doit rester la priorité, et non une relance de la croissance par les déficits. Il n'est pas question de remettre en cause la discipline budgétaire. Et au contraire, François Hollande a affirmé qu'il rétablirait l'équilibre des finances publiques en France d'ici 2017 et que pour ça, il y aurait une loi organique qui détaillerait année après année les efforts qu'il faudra faire pour ça. François Hollande espère convaincre ses partenaires européens de créer une taxe sur les transactions financières avec les États qui le souhaitent, d'augmenter les possibilités de financement de la Banque européenne d'investissement et de créer des project bonds émis par la BCE pour financer des projets industriels. Certains redoutent un bras de fer, mais un compromis devrait être trouvé. François Hollande et Angela Merkel seraient presque condamnés à s'entendre. Au fond, elle n'a pas vraiment le choix. Mais je pense que l'ensemble des gouvernements n'a pas vraiment le choix aujourd'hui. La récession dans laquelle on est en train de s'engager en Europe fait peser une menace d'abord sur l'Europe elle-même, sur la construction européenne, parce que les tensions ne peuvent pas s'accumuler comme ça sans qu'à un moment ou un autre ça craque. Pour ça, il faut faire quelque chose. Et puis, à l'intérieur de chacun des États, particulièrement dans certains États du Sud, la situation sociale n'est pas tenable. Ne pas prendre le risque de finir isolé en Europe, ni dans son pays, d'autant que la France, comme leadership d'une Europe de la croissance, fait courir un risque à Angela Merkel. Elle a besoin d'un accord avec les sociaux-démocrates pour gagner les législatives de 2013. Toute concession faite à François Hollande lui permet aussi de se rapprocher du SPD allemand. Alors on va entendre Andreas Schwab, eurodéputé allemand. François Hollande veut renégocier le traité budgétaire en y ajoutant un volet croissance. Pas question de renégocier ce traité, lui a répondu Angela Merkel. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un bras de fer franco-allemand sur ce sujet ? Alors je pense tout d'abord qu'il faut peut-être protéger un peu François Hollande de la présentation. Bon, les demandes qui ont été présentées, d'après ce que j'ai entendu, ce n'est pas les demandes qu'il a fait lui-même. Bien sûr, il a exprimé quelques idées pendant la campagne électorale et là, il a mis le point sur la croissance. Il est clair, et c'est sans question, que nous tous voulons avoir de la croissance, car sans croissance, l'économie en Europe ne va pas se remettre. Donc ça, il n'y a pas de question. Mais quand même, il faut voir cette discussion dans une structure historique. On a eu le problème en Grèce, on a trouvé une solution, on s'est mis d'accord sur le pacte fiscal, et maintenant on veut aussi de la croissance, mais il est aussi clair que ce pacte sur lequel on s'est mis d'accord à 27 ne peut pas changer du jour au lendemain. Et donc il faut trouver maintenant, après les élections en Grèce et dans d'autres pays européens, de trouver une solution pour la croissance en Europe. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quand même une espèce de compromis à l'européenne entre Angela Merkel et François Hollande? C'est-à-dire, bon, allez, finalement, Angela Merkel dirait, allez, d'accord, j'accepte la réouverture des discussions sur le traité. Et en contrepartie, voilà, on se met d'accord aussi sur ce qu'il y aura dans la croissance. C'est-à-dire pas une croissance par les déficits. Est-ce qu'il y a des discussions entre eux là-dessus, par exemple? Honnêtement, moi, je trouve c'est un peu simplifiste, car en fait, avec les structures que nous avons en Europe, que les parlements nationaux doivent ratifier ce pacte fiscal, on ne peut pas juste changer quelques mots, ça ne va pas marcher. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas une nouvelle idée, un nouveau modèle pour financer la croissance au niveau européen. Comment on relance cette croissance? Tout le monde prononce. On entend ce mot-là prononcé dans la bouche de beaucoup de dirigeants européens, mais on ne nous dit pas comment. Donc ce n'est pas par la dépense publique, c'est par des réformes structurelles?
C'est ça qu'il faut faire pour ramener Il y a la croissance en certainement Europe différentes pistes qui sont lancées. Mais il y a d'abord, et il y a cette fameuse stratégie 2020 que nous avons élaborée et qui est extrêmement détaillée, mais dont, pour le moment, la majeure partie, avec des priorités, avec des idées phares, etc., mais dont la majeure partie devrait en principe être financée par les États. Et évidemment, les États ne peuvent pas financer cette relance, tout simplement parce qu'ils sont acculés par la rigueur. Et donc, les moyens, en tout cas les lignes, on les a. Maintenant, à partir de quelles ressources et qu'est-ce qu'on va faire au niveau européen comme grands travaux, comme possibilité éventuellement d'emprunt européen, c'est là tout le débat. Est-ce que la BEI va pouvoir, la Banque européenne d'investissement va pouvoir jouer? Est-ce qu'on va avoir des euro-obligations? Est-ce que la taxe sur les transactions financières va servir en partie au budget européen ou au budget des États? C'est là-dessus que porteront les discussions et les compromis. Mais je dirais, les solutions, la stratégie, etc., tout est sur la table pour le moment. Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience quand même que l'Europe ne peut pas continuer fixée sur le cap unique de l'austérité? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Oui, je pense bien. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une approche keynesienne ou il y a une approche libérale. John Maynard Keynes, c'était un libéral, c'était un membre de mon parti. Ce qu'il a identifié, c'est que parfois, surtout quand on est dans les récessions, il est conseillable au gouvernement de prendre les dépenses pour des années futures dans les infrastructures et de les mettre maintenant, tout de suite. Et c'est ce qu'essaie de faire l'Europe, investir dans les connexions d'énergie, les réseaux de transport, les réseaux d'ordinateurs, etc. Enfin, le broadband, ça c'est important. Mais en même temps, Mario Monti, il a raison ici, il faut aussi certaines réformes sur le marché du travail. Il faut promouvoir le marché intérieur pour qu'on ait plus de commerce entre nos pays différents et surtout aussi les accords de commerce avec des pays tiers. Alors on parle de la croissance, quand on voit que la Grèce, par exemple, est dans une récession... Notre parti, il y a 2 années, avait déjà parlé de la croissance. Parce que la Grèce avait un plan d'austérité, un plan d'austérité seul, ça ne va pas. On a vu ce que ça a fait en Grèce. Ça ne va pas sans croissance. Naturellement, la croissance doit être financée. Je me rappelle que M. Maystadt avait dit qu'il faut 3 trillions pour vraiment financer... 3 milliards oui. Pour vraiment financer la croissance en Europe. Il faut trouver une combinaison entre un plan d'austérité, les réformes structurelles qui sont nécessaires. Par exemple, à mon pays, ce sont nécessaires des réformes structurelles, et avec les project bonds, avec l'eurobond, si ce seront acceptés. Est-ce que ce débat sur la croissance, honnêtement, à Athènes, est-ce qu'il n'arrive pas trop tard? Est-ce que ça ne fait pas 1 an et demi? Enfin, je veux dire, des signaux qui arrivent de la Grèce qui nous disent « Mais attendez, vous êtes en train de nous étrangler ». Ça fait longtemps qu'on les voit. Exactement. Cette position, c'était la position de notre parti. Et tout le monde en Europe était furieux quand les gouvernements socialistes avaient signé le premier mémorandum. Et il disait qu'après des années, la Grèce sort dans le marché. Ça, c'était imaginable. Alors, c'était pas possible. Justement, je vous propose de nous arrêter sur la situation en Grèce, situation grave, puisque les élections qui ont eu lieu dans votre pays ont profité aux partis extrêmes qui font une percée inquiétante. Je vous propose tout de suite de regarder ce sujet signé Nora Hamadi. Pendant qu'on fait la fête place de la Bastille à Paris, on fête la débâcle des partis pro-austérité dans le centre d'Athènes. Le pays qui a inventé la démocratie a laissé parler les urnes et a accouché d'une crise politique sans précédent. Le PASOK socialiste et le parti de droite Nouvelle Démocratie sortent laminés de ces législatives et n'ont plus la majorité au Parlement. Grands gagnants, les partis opposés au plan d'austérité et au mémorandum imposé par les bailleurs de fonds. La formation de gauche radicale, Syriza, et le bien nommé Aube dorée. Un parti néo-nazi qui entre pour la première fois au Parlement. Son charmant dirigeant, flanqué d'une quinzaine de skinheads et d'un emblème qui rappelle la svastika, a affirmé que son groupe de 21 députés allait lutter contre les usuriers mondiaux et l'esclavage imposé par l'Union européenne et le FMI. Ambiance. Première difficulté, former un gouvernement d'union nationale, une tâche qui s'avère
impossible. Antonis Samaras, le leader de Nouvelle Démocratie, a déclaré forfait et il semble peu probable qu'une formation puisse voir le jour. Pendant ce temps, l'Europe et les marchés s'inquiètent car le temps presse pour la Grèce. Fin juin, Athènes pourrait se retrouver à court de liquidités et par conséquent en défaut de paiement. Oui, elles font peur, hein, ces images qui nous viennent de Grèce. Alors on parlera peut-être de la montée des populismes, de l'extrême droite. Mais un mot peut-être là, immédiatement. Est-ce que vous pensez que, ça y est, la Grèce est au bout du chemin et qu'avec ce qui est en train de se passer dans votre pays, la Grèce va sortir de l'euro? Non, d'aucune façon. Et maintenant, écoutez, les Grecs dont la réponse, un pourcentage de 77%, nous voulons être en Europe et dans l'euro. Et après, ils avaient voté parce qu'ils croyaient qu'il n'y avait pas un tel danger. Par exemple, ces partis gauchistes, gauche, qui étaient sortis avec à peu près 17%, disaient « nous sommes en faveur de l'Europe et de l'euro, mais on va renoncer l'accord qu'on a fait, le mémorandum qu'on a signé avec les Européens. Tout ça, c'est stupide. Il y a les populistes comme l'extrême droite, où c'est la première fois que l'extrême droite prend place dans le Parlement grec. En Grèce, on avait eu des dictatures, mais on n'avait jamais de parti vraiment fasciste et raciste. Et c'est la première fois. Et c'est peut-être à cause de l'immigration illégale qui est très haute en Grèce. Quand on entend les dirigeants allemands qui disent bon maintenant la récréation c'est fini, si la Grèce ne tient pas ses engagements c'est terminé, il n'y a plus un euro pour la Grèce, qu'est-ce que vous en pensez peut-être aussi moi je pense que tous les investissements qu'on a faits en Grèce, on ne veut pas maintenant les voir disparaître. On a le but de garder la Grèce en Europe, mais c'est aussi nécessaire que le peuple grec le confirme, en quelque sorte. Justement, où on en est de l'application de ces réformes? Est-ce qu'il y a des juste votées? Est-ce que ça commence à produire ses effets, Marietta Giannetti, dans le pays? Écoutez, maintenant, c'est parti gauche qui a la possibilité de créer un gouvernement, c'est son tour, fait vraiment une campagne électorale pour les prochaines élections. Les partis communistes ne veulent pas participer. Les autres, les populistes, ne veulent pas négocier avec les partis socialistes et nous, que nous sommes des forces européennes. Alors, quelle issue vous voyez, Véronique de Keyser, à cette situation chaotique finalement? Pas de gouvernement Je serais incapable pour le moment de donner une solution à la Grèce, sinon que je veux qu'elle reste en Europe, parce que pour moi, le départ de la Grèce, ce serait vraiment le début de la fin. Mais vous avez dit quelque chose à Mme Giannakou qui m'interpelle, c'est-à-dire, vous lui avez dit, est-ce que ce n'est pas trop tard à propos de la croissance? Mais c'est exactement la question qu'on se pose aujourd'hui pour l'Europe. C'est-à-dire que si l'Europe ne fait pas un changement de politique, je ne dis pas à 180 degrés, parce que ça c'est une image, mais si elle ne comprend pas que la solution doit se trouver au niveau de l'Europe avec une relance de l'emploi, il sera trop tard. Pas seulement pour la Grèce, mais pour les autres pays. Regardez les élections françaises. Bien sûr, je me réjouis de la victoire de Hollande, mais Marine Le Pen a fait un score extraordinaire, disons-le tout de même. Et dans d'autres pays, regardez les Pays-Bas, regardez la Hongrie. Ça vous satisfait tout ça? Quand vous dites « j'ai peur », moi, j'ai très peur que dans une crise économique, avec des politiques de rigueur impitoyables qui semblent injustes aux gens, parce que ce n'est pas eux qui ont provoqué la crise financière, et qu'il n'y ait pas au niveau de l'Europe une réponse, nous allons voir se lever quelque chose. Enfin, ce salut nazi aujourd'hui des partis néo-nazis grecs, mais doit-on voir ça en Europe? Et quel front démocratique faisons-nous? Est-ce que l'Europe peut admettre ça en son sein? Pour moi, ce sont des questions fondamentales qui vont même au-delà de l'idée de relance, mais c'est le fondement même de notre idée d'Europe qui est attaqué. C'est vrai, Véronique, l'histoire nous apprend, l'histoire des 1930, des années 30, nous apprend les dangers. Ça, c'est clair. Mais en même temps, ce que les Européens attendent des Grecs, et ce que nous attendons de tout le monde, c'est que
ils prennent les mesures nécessaires pour remettre en ordre leur économie. Les Allemands l'ont fait, ce n'est pas facile. Les Scandinaves l'ont fait. Très récemment, ça a été fait dans les pays baltes. Ça se fait maintenant en Grande-Bretagne, en Irlande, en Portugal, en Italie. Mais ça, il faut le faire. Mais il faut le faire. Exactement, ça c'est notre position. Mais le mémorandum, madame, vous dites, la gauche avait signé ce mémorandum, mais il l'a signé avec un conseil qui était de droite. C'était pas le choix de la gauche, ce mémorandum. Ils avaient le couteau sous la gorge. Bon. Mais ce que vous dites, Graham Watson, sur le fait que la Grèce doit tenir ses engagements, est-ce que vous dites, Véronique de Keyser, sur cette montée des populismes en Europe, est-ce qu'effectivement il n'y a pas une réponse européenne qui peut être apportée? Parce qu'on parle de la Grèce, mais il n'y a pas que la Grèce. Il y a une dizaine, on parle de la France, mais il y a une dizaine de pays en Europe, c'est partout. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On est au Parlement européen ici. Qu'est-ce que les démocrates comme vous, qui êtes autour de cette table, quelle est la réponse que vous pouvez apporter? Ou que nous pouvons apporter? Moi, je ne parlerai plus, je dirais, c'est l'idée que nous avons discutée, c'est-à-dire une solution européenne au niveau d'une relance économique. Elle est là, les gens en ont marre. Et c'est suffisant? Non, ça ne sera pas suffisant. Ça sera... Commençons par ça, c'est déjà immense. Commençons par ça. Il faut arrêter la cacophonie aussi. Il faut... les wordings, c'est très important. C'est ce qui s'est passé les dernières années, est horrible. Chacun dit ses mots. Et ça apporte une menace. Alors, il faut changer la façon dont on parle, il faut coopérer et il faut coordonner mieux. Et il ne faut pas avoir seulement l'Allemagne et la France d'apporter les décisions prêtes au Conseil européen. Quelques mots pour répondre à Mme Giannakou, puisqu'on arrive Très rapidement, je trouve, il faut être honnête aussi. Les mesures qu'on a prises, c'était des mesures raisonnables, mais on peut toujours faire dans le futur encore d'autres. Mais de dire maintenant la croissance contre l'austérité, ça ne serait pas sérieux. Non, je voudrais juste mettre le point là-dessus. Je trouve qu'il faut dire ce qu'on a fait, c'était sérieux. Maintenant, on peut trouver d'autres pistes, mais ce qu'on a fait, c'était pas tout mal. Le sérieux budgétaire, oui, mais la croissance... Les pistes, on les a, c'est les décisions. Et en tout cas, il faut le faire au niveau européen, puisque nous sommes 500 millions d'habitants, dans un monde où vous avez plus d'1 milliard d'Indiens, de Chinois, d'autres. Donc, si on va nous remettre en ordre sur le plan économique, retrouver la croissance, ce serait au niveau européen et basé sur les valeurs européennes. Et c'est un Anglais qui vous le dit. Et ça, c'est très important. En effet, c'est un Écossais qui le dit. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous au cœur du Parlement européen pour nous apporter votre regard sur cette présidentielle française et sur les événements en Grèce. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Très bonne suite de programme.